Il m'a fallu beaucoup de temps pour me lancer dans la capsule d'Athéna, parce que la lecture que je propose bouscule nos cadres de référence et nos croyances. Cependant, n'oublions pas que les mythes sont des projections de nos états intérieurs et de ce que nous vivons. Et franchement, on ne peut pas dire que ce que nous vivons depuis quelques milliers d'années déploie un féminin autonome, libre et épanoui. Par conséquent, il semble logique que si toutes les déesses sont belles, certaines représentent ce féminin blessé ou instrumentalisé. James Hillman avait commencé l'étude et je vais tenter de la continuer en disant que t'a-t-on fait, ma pauvre fille, pour paraphraser Goethe et son que vous a-t-on fait, pauvre enfant. Comme d'habitude, nous allons prendre le temps de bien observer le début du mythe qui va nous expliquer le contexte, donc le contexte de la naissance d'Athéna. Donc nous sommes en Grèce, il va s'agir de Ouranos, Zeus et Métis. Ouranos dit à Zeus qu'il aura un fils avec Métis qui lui prendra son trône. Et lorsque Métis met ce fils au monde, ni vu ni connu, Zeus l'avale. Alors, on pourrait déjà se poser la question, pourquoi Zeus, il n'est pas content d'avoir un fils qui pourrait lui prendre son trône? Parce que dans l'ancien schéma, l'ancien système de pensée, les rois se suivent et ne se ressemblent pas. C'est une loi cosmique. Ensuite, dans la conception du monde patriarcal, le fils est amené à succéder au père, c'est-à-dire à prendre la suite, à prendre le trône derrière le père. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi Zeus n'est pas content, sauf qu'il a peur sans doute que ce fils le détrône avant qu'il soit lui-même mort. Mais comme c'est un dieu et qu'il ne peut pas mourir, mais en fait c'est un dieu sénex qui ne veut pas laisser sa place. Il est là, il ne veut pas que ça bouge, donc il faut que ce fils disparaisse. Donc ici, il y a déjà quelque chose qui fonctionne pas très très bien. Et qu'est-ce qu'il va faire quand ce fils va naître? Il va l'avaler. C'est un petit peu comme s'il le renvoyait d'où il venait, sauf que il le remet pas dans les bras d'une nourrice, il le remet pas dans la matrice de sa mère, il l'avale. C'est comme s'il le mettait dans son estomac, puisque lui, il n'a pas d'utérus en fait. Dans cet estomac, qu'est-ce qu'il va se passer? Quand on avale quelque chose, on va le digérer, on va le modifier, va le métamorphoser, et c'est bien ce qui va se passer avec cette histoire d'avoir avalé ce fils. Quelques mois plus tard, il ressent de terribles maux de tête. Il demande alors à Héphaïstos de lui ouvrir le crâne d'un coup de hache pour le libérer de ce mal. Alors ici, c'est pareil. On voit que quelques mois plus tard, peut-être 9 mois, je ne sais pas, il ressent de terribles maux de tête. C'est l'équivalent des douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire qu'il a avalé quelque chose qui s'est modifié, qui a été en gestation en lui-même, et donc il va accoucher. Et pour accoucher, il demande à Héphaïstos de lui ouvrir le crâne d'un coup de hache. Alors ça, c'est un schéma qu'on retrouve partout dans la mythologie, mais dans la vie aussi, où la fonction féminine possède quelque chose en potentiel, en couvaison, et la naissance va pouvoir se faire suite à une fêlure, suite à une ouverture, suite à une coupure, c'est-à-dire qu'on a concrètement l'image du spermatozoïde qui entre dans l'ovule. Donc ça, c'est biologique, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les mythes, avec cette fonction du féminin et cette fonction du masculin. Donc ici, il appelle un masculin à sa rescousse pour percer, pour ouvrir le crâne de manière à ce que l'accouchement puisse se faire, sauf qu'il y a un retournement, ce n'est pas un féminin qui est en potentiel, qui a couvé, c'est un masculin. Et il a couvé ici avec sa tête, puisque c'est dans sa tête que c'est de sa tête que va se produire la naissance d'Athéna. La tête, c'est le symbole majeur du masculin, c'est de la fonction masculine qui nous permet de penser, de réfléchir, d'analyser, de concevoir des idées et de discerner. C'est-à-dire que il a ingéré ce masculin, il l'a couvé, il l'a métamorphosé et il l'a transformé en fille. Et ça, c'est super intéressant pour Zeus. Mais c'est un féminin qu'il a imaginé avec ses idées, avec sa conception du monde et non pas avec des entrailles. À ce moment-là, Athéna jaillit de la tête de Zeus en poussant un puissant cri de guerre et en plus, elle est déjà avec sa lance et son bouclier, c'est-à-dire qu'il a voulu, il a imaginé avec son cerveau ce féminin qui va être un féminin guerrier
avec une lance et un bouclier, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être à son service et tant qu'à faire le défendre, hein, et pouvoir gérer la guerre. Et pour lui, c'est très intéressant parce que une fille, ça peut pas prendre son trône. Dans sa conception du monde, la fille ne peut pas hériter du trône, donc il ne risque absolument rien. Ce n'est plus la nature et son féminin qui produit les enfants, mais la pensée et la volonté de l'homme. C'est le rêve de Zeus, hein. Et ça a tellement bien fonctionné que Athéna elle-même déclare: je n'ai pas eu de mère pour me donner la vie. Il n'y a aucun féminin dans la filiation d'Athéna. Elle est la fille du masculin qui l'a rêvée de cette manière-là. Elle n'est donc pas le fruit de la nature, mais le fruit d'une conception du monde, c'est-à-dire d'une certaine culture. Un épisode va nous permettre de bien comprendre ce qui s'est passé sur le plan historique, mais aussi sur le plan psychique, dans le changement de perception et de conception du monde, et le rôle que va jouer Athéna. Alors les habitants d'Athènes doivent choisir eux-mêmes leur protecteur, c'est-à-dire le dieu ou la déesse qui va protéger la cité. Et ici, c'est déjà intéressant de remarquer qu'il s'agit des hommes et des femmes à égalité, c'est-à-dire on peut voir ça vraiment comme une véritable démocratie. Et les hommes vont préférer le cheval proposé par Poséidon et les femmes vont proposer Athéna. Les femmes vont gagner d'une voix. Mais malgré cela, malgré cette victoire, les hommes vont accepter Athéna, mais à certaines conditions, et ces conditions ne sont pas n'importe lesquelles. Ces conditions sont qu'elles n'auront plus le droit de vote, elles ne seront plus appelées athéniennes, et aucun enfant ne portera le nom de sa mère. Il n'y a pas besoin de faire des analyses alambiquées pour comprendre ce qui est en train de se jouer ici, hein. Elles n'auront plus le droit de vote et ne seront plus appelées athéniennes, c'est-à-dire qu'elles perdent complètement leur droit de cité. Elles deviennent des sous-citoyennes, elles sont même plus citoyennes. Elles ne pourront plus faire partie des assemblées, justement, et de cette démocratie. Elles n'auront plus leur mot à dire, hein. La filiation se fait dorénavant par le père. C'est-à-dire qu'on sort d'un système matristique ou matriarcal, hein, si ça vous fait plaisir, mais il n'y a plus la filiation par la mère, et on le sait déjà parce que Athéna n'a pas de mère, elle le dit elle-même. Donc là, on perd la filiation avec la mère qui, du coup, perd toute son importance et tout son rôle à jouer. Et le féminin qui devient sacralisé ici, c'est celui d'un féminin qui est né de l'idée d'un dieu. On entre de plein pied dans le patriarcat. Regardons d'un peu plus près à quoi ressemble Athéna. Donc tout d'abord, c'est une déesse vierge. Donc sur le sens de vierge, je vous recommande d'aller écouter la capsule que j'ai faite sur Artémis, où je l'explique assez en détail. Mais pour raccourcir, disons que c'est une déesse qui ne pourra d'un côté jamais être l'épouse d'eux. Elle n'appartiendra pas à un homme, mais c'est une déesse aussi qui ne pourra pas avoir d'union avec le masculin, aucune sorte d'union, et elle n'aura pas d'enfant, et elle refusera toute relation. C'est-à-dire que même lorsque Héphaïstos, qui semble assez amoureux d'elle, il essaye d'avoir une relation avec elle, elle se refuse complètement, et le seul fils qu'elle aura, il ne va pas naître de sa matrice, il va naître de quelques gouttes de sperme qui sont tombées sur sa cuisse. Et donc ici, on va identifier que Athéna, c'est un féminin qui est complètement instrumentalisé par le masculin. Il a donc été créé et conçu par la pensée du fameux patriarche et il va être complètement utilisé à des fins guerrières et des fins de défense. Donc c'est une déesse qui est appelée souvent la déesse de la victoire et elle est appelée aussi celle qui combat au premier rang. Ah, ça, c'est intéressant parce que nous connaissons une autre déesse qui est proche de la guerre, hein, qui est Morrigu chez les Celtes. Or, Morrigu, comme c'est une reine souveraine, qu'elle est encore dans sa puissance, elle a la capacité de donner des ordres, hein, pour partir à la guerre, mais son rôle suprême, c'est de guetter les guerriers morts au combat pour pouvoir les avaler, et en tout cas les amener avec elle dans son chaudron. Or ici, Athéna, c'est différent, c'est une déesse qui va préparer la guerre et puis qui va être au premier rang, c'est-à-dire elle va participer à la guerre. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une déesse guerrière dans le sens patriarcal du terme. Et c'est tellement conçu par le masculin dès le départ qu'elle naît
elle est déjà avec son bouclier, son casque, sa lance, etc. Donc il y a l'histoire de Méduse, mais je ne vais pas rentrer en détail ici sur l'histoire de Méduse, je reviendrai dessus dans la capsule qui lui sera dédiée. Et toutes ces capacités, toutes ces forces et toutes ces puissances vont être utilisées par le masculin, et c'est-à-dire au service de la guerre. C'est elle, par exemple, qui explique comment concevoir un navire à 50 rames, très certainement pour aller à la guerre. C'est elle aussi qui montre à ce fameux fils, Éric Tonios, comment fabriquer un char. Les chars, c'est pour aller à la guerre. C'est une déesse qui va avoir aussi l'olivier. Alors l'olivier, c'est un symbole de paix, de confiance, mais c'est aussi un symbole de victoire, de puissance et de force. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut considérer que cette sagesse d'Athéna, qui est si célèbre, c'est celle qui dit que si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc ici, on voit bien que Athéna, elle est instrumentalisée par son père, c'est-à-dire par la pensée dominante, par un animus, hein, une psyché masculine qui veut vraiment faire d'elle récupérer toute sa puissance et en faire quelque chose à son service. Donc Athéna, c'est une fille, donc elle possède toutes les fonctions féminines, sauf que ces fonctions vont être complètement assujetties, elles vont être instrumentalisées au service du masculin. Euh, Elle a parmi ses attributs, elle a la chouette, donc elle est très connue pour ça, cette chouette qu'elle porte sur ses épaules ou sur sa main. Et la chouette, sur le plan symbolique, c'est la capacité de voir dans la nuit, dans l'obscurité, de se déplacer, de chasser aussi. Donc c'est vraiment une fonction d'intuition, c'est l'intuition du féminin. C'est un peu l'équivalent de l'aigle pour le masculin, qui est cette capacité de discerner parfaitement en plein jour, puisque l'aigle il est capable de voir très bien et très loin en pleine journée. La chouette, elle, de son côté, est capable de voir très bien et très loin dans la nuit et donc dans l'obscurité. Donc c'est cette intuition. Sauf que cette intuition, chez Athéna, elle va être mise au service de la guerre, hein. Athéna, c'est une déesse guerrière, hein, mais pas n'importe quelle guerre. C'est la guerre stratégique, hein. C'est pas la guerre de défense instinctive, hein. C'est plutôt une guerre à la mode des Romains, par exemple, telle que nous la connaissons. Et c'est ça la sagesse d'Athéna. Athéna possède une autre fonction du féminin qui est très importante, qui est celle du tissage. Alors voyons voir qu'est-ce qu'elle va en faire de cette capacité de tissage. Elle entend parler d'une femme qui tisse merveilleusement bien, qui s'appelle Arachné, et donc elles vont se mesurer lors d'un concours, hein. Donc toutes les deux, elles vont tisser des scènes et on va les comparer. Arachné réalise une toile qui représente les fautes commises par les dieux, comme les amours de Zeus, alors que de son côté, Athéna va représenter l'assemblée des dieux sur l'Olympe, assistant à l'invention de l'olivier. Et ici, c'est très intéressant si on regarde les deux figures, c'est-à-dire qu'Arachné est en train de lui montrer la réalité, parce que la réalité dans ces dieux de l'Olympe, c'est s'ils font certaines choses sympathiques, ils font aussi beaucoup de choses qui ne sont pas sympathiques du tout, ils font beaucoup de conneries. Et en particulier ici, elle lui montre les amours de Zeus. On ne peut pas parler d'amour de Zeus. Ce ne sont pas des histoires d'amour. Rappelez-vous que Zeus, c'est quand même le roi des violeurs, des violeurs sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. C'est un dieu qui est capable de se déguiser pour entourlouper et approcher toutes les femmes dont il veut prendre possession. Donc Arachné est en train de lui dire, regarde la réalité, regarde qui est ton père, regarde à quoi ressemble le masculin dans lequel tu évolues. Elle, de son côté, Athéna, elle représente l'assemblée des dieux sur l'Olympe, c'est-à-dire dans toute leur puissance, dans toute leur beauté. Et ils assistent à l'invention de l'olivier, c'est-à-dire cette image de paix et d'accord entre les différentes parties, c'est-à-dire que tout le reste est complètement occulté. Elle ne voit pas la réalité en face, elle les idéalise complètement. Et ça, comme c'est la toile la plus belle, c'est celle d'Arachné, parce que c'est la réalité, Athéna, va la mettre dans une rage folle. Exactement de la même manière que nous sommes très en colère quand nous faisons face à quelque chose qui remet en question nos certitudes et nos croyances.
Donc elle va déchirer la toile d'Arachné et elle va la frapper. De son côté, Arachné va se pendre avec un lacet. Donc on ne va pas s'attarder sur la notion du lacet, mais il a vraiment quelque chose à voir avec le patriarcat et ses lacets de cuir et ses chaînes de fer. Ayant pitié d'elle, la déesse décide de la transformer en araignée afin qu'elle puisse continuer à tisser sa toile pour l'éternité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas complètement tuer cette capacité de tissage du féminin, parce que cette fonction-là, elle surgit des profondeurs de la psyché. C'est vraiment quelque chose de naturel, mais elle va le réduire à un instinct. C'est-à-dire que l'instinct sera toujours là, mais la capacité de tisser instinctive et naturelle ne pourra plus se faire au sein de la cité. Et ça nous ramène à cette histoire des Athéniennes qui, au moment de choisir quel est le dieu ou la déesse qui va patronner la cité, vont perdre leur droit de cité, justement. Et les enfants ne pourront plus porter leur nom. C'est-à-dire que cette manière de concevoir le monde, de tisser le monde, ne peut plus se faire. C'est la loi d'Athéna qui va se faire, la manière de tisser d'Athéna, c'est-à-dire une certaine normalité, et qui est bien sûr pensée et voulue par le père. Donc ça doit plaire beaucoup à Zeus, mais Athéna va être aussi la conseillère préférée de tous les héros guerriers, les défendeurs, les représentants de ce patriarcat conquérant et belliqueux. Par exemple, c'est une alliée de Jason, c'est elle aussi qui aide Persée à tuer Méduse. C'est elle qui conseille Cadmos, le fondateur de Thèbes. Elle lui propose de tuer le dragon puis de semer ses dents pour susciter une armée hors de terre. Elle va indiquer aussi à Belléphorон comment dompter Pégase, hein, et surtout, elle va beaucoup aider Héraclès, qui est quand même le champion des champions, du représentant de ce patriarcat querelleur. Et c'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui interprète. Si on regarde bien, elle va aider à tuer, elle va aider à susciter une armée, elle va aider à dompter. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente dans la guidance de ce qui va renforcer le pouvoir guerrier, dominateur, conquérant de ce système de pensée qu'est le patriarcat. Donc elle est vraiment instrumentalisée et franchement, ça doit plaire beaucoup à Zeus. Ça lui évite de faire le boulot. À la décharge d'Athéna, elle n'a pas de mère. On sait qu'elle est sortie de la tête de Zeus et qu'elle se vante elle-même de ne pas avoir eu de mère. Donc elle n'a pas eu de modèle du tout pour lui imprégner un modèle du féminin. Elle n'a absolument pas de cadre de référence. Elle n'a pas non plus de compagne ou de frère comme peut en avoir Artémis. Donc elle est vraiment toute seule. Elle est complètement isolée dans ce système de pensée. Alors il y a un épisode intrigant mais qui va dire aussi beaucoup de choses. À un moment donné, Héra, qui en a vraiment ras-le-bol de son pognouf de mari, va demander à Athéna, Poséidon et Apollon de l'aider à ligoter Zeus. Donc bien entendu, ça ne va pas marcher parce que Zeus c'est quand même le roi des dieux et il va rentrer dans une terrible colère, hein, c'est colère de Zeus, hein, et il va les punir, c'est-à-dire que il va ligoter encore plus Héra et Athéna et il va envoyer Poséidon et Apollon construire le mur de Troie. Alors ça, c'est très parlant parce que ce féminin, il est déjà ligoté. On sait que les femmes dans la Grèce antique et dans la Rome antique n'avaient pas beaucoup de choix possibles, elles sont déjà ligotées, hein. Il y a le mariage patriarcal, etc. Et ce qu'elles veulent, c'est pas se soustraire à ça et retrouver une totale autonomie, c'est-à-dire ne pas porter de nom, redevenir des déesses dites vierges. Ce qu'elles voudraient, c'est que ces lois y soient appliquées aussi au masculin parce que ce n'est pas tout à fait le cas. Et nous avons eu ces exemples pendant très longtemps où les hommes pouvaient faire des études, pas les femmes. Ils pouvaient, je ne sais pas, rentrer à l'école de médecine, rentrer aux beaux-arts et pas les femmes. Et les filles étaient d'abord les filles du père et puis devenaient les épouses du mari. Et voilà, il y avait d'un côté les don Juan et de l'autre côté les salopes. Donc il y a une véritable inégalité et ce que souhaitaient ces deux féminins, c'est que les liens qui les enserrent soient aussi
appliquée au masculin. Et donc ça n'a pas marché. Le résultat, c'est qu'au lieu de discuter, d'évoluer vers un équilibre beaucoup plus bienfaisant pour tout le monde, euh, eh bien c'est que le féminin il se retrouve encore plus ligoté, encore plus qu'avant. Et cette fois-ci, c'est la femme et la fille, hein. Et les garçons, eux, ils sont éloignés, donc on voit bien les deux fonctions du masculin et du féminin qui s'éloignent et qui se séparent. Ils vont donc construire le mur de Troie, c'est-à-dire ça va devenir de plus en plus rigide, psycho-rigide et complètement séparé. Et puis pour Hera, ça va pas tellement s'arranger non plus, puisque dans une autre tentative de se rebeller contre ce système-là, elle va se retrouver enchaînée par les mains avec des enclumes accrochées aux chevilles, toujours parce que Zeus est très en colère qu'elle ait osé essayer se rebeller. Donc ce n'est pas du tout facile pour Athéna qui elle aussi se retrouve donc sous les liens du masculin, de ce masculin-là. Je vais certainement dépasser les 20 minutes que je m'octroie d'habitude pour les capsules, parce que le cerveau semble avoir besoin de faire des pauses toutes les 20 minutes, mais pour bien comprendre Athéna, nous pouvons vraiment faire cet effort. Je vous cite Hillman dès le début de la capsule, car il nous livre dans son ouvrage sur le polythéisme de l'âme une approche très intéressante. Bien sûr, il nous en parle sur le plan psychique, en ne tenant pas compte des mouvances de société, mais une société est faite d'un ensemble de psychés et son analyse va vraiment nous intéresser. Alors, il nous en parle en termes de processus psychologiques comme étant la normalisation, le fantasme de la normalité. Nous pouvons nous poser la question de quelle normalité s'agit-il? Il nous parle de cette conscience qui est représentée par Athéna comme étant institutionnelle, une convention des hommes identique en esprit nomothétique, une structure de conscience qui peut transformer les normes en armes offensives. Il nous parle du noyau aveugle au cœur de la conscience athénienne. Et rappelez-vous combien Athéna est aveugle et ne veut pas voir la réalité en face, hein, dans l'épisode du tissage avec Arachné. Il nous parle aussi d'Athéna qui demeure éternellement liée à son père Zeus et qu'elle perd, hein. Cette conscience athénienne, elle fait de nous des êtres pratiques, en garde face aux nécessités de la vie, et c'est la même structure que celle qui nous garde prisonniers de notre armure corporelle. Pour Hillman, le conseil d'Athéna représente les normes de ce monde, en tout cas celui qui est en train de se mettre en place au moment où le mythe est généré, c'est-à-dire au moment où le fameux patriarcat vraiment va prendre toutes ses aises. C'est une nécessité en étroite collaboration avec les intérêts de l'ego. On voit bien dans cette approche d'Hillman le caractère normatif, guerrier et égocentré qui est pensé et mis au monde par Zeus et instrumentalisé dans sa fille Athéna. Pouvons-nous renier le fait qu'Athéna soit une réalité de ce féminin qui défend bec et ongle ce masculin oppresseur en l'idéalisant? Il existe, hein, vraiment. Posons-nous la question. Athéna peut se tenir là et nous en faire prendre conscience. Elle peut nous inviter à ne servir aucun autre maître que nous-mêmes avec toute la puissance du féminin qu'elle porte en elle. Elle nous dit que sans un modèle féminin autonome, nous devenons un jouet instrumentalisé. Elle nous permet de nous poser la question. Elle nous prévient. Et c'est sans doute le premier pas vers une Artémis qui, paradoxalement, semble la préférée de son père. Mais les pères aiment-ils leurs filles quand ils les oppressent? Alors voyons voir ce que va dire Athéna si elle apparaît dans un jeu avec l'oracle des gardiennes des mythes, avec un questionnement qui pourrait porter sur un jugement au tribunal qui va être donné par rapport à une problématique que nous avons. Alors quelles sont les cartes qui sont proposées? Athéna. En face, nous avons Nephthys, en haut, nous avons Frigg et en bas, nous avons Gaune. Donc ici, on voit bien que
Athéna, elle se trouve dans la partie qui correspond à la personne qui pose la question. Donc il y a vraiment un état guerrier, une colère. Voilà, on part à l'attaque avec ce jugement. Alors soit c'est nous qui avons attaqué, soit on est dans un conflit que l'on subit, mais en tout cas notre vécu intérieur est un vécu guerrier de défense très rigide comme ça. On veut pas lâcher prise, on veut pas lâcher du tout du lest, voire on veut même pas du tout se poser de questions. Mais en face, nous avons Nephthys, et ça c'est intéressant parce que ça indique que nous sommes bien accompagnés. Ça pourrait indiquer que nous avons un bon avocat ou une bonne avocate hein, pour nous conseiller et pour nous permettre d'aller nous présenter à ce tribunal avec moins d'effluves guerrières, en tout cas avec peut-être un petit peu plus de diplomatie. En haut, nous avons Frigg, qui est la déesse du tissage, tiens, justement, et c'est une déesse donc qui a dans la fonction majoritaire est de tisser le destin des humains. Donc ce passage par le tribunal, c'est aussi une conséquence du destin, mais ça fait partie en fait du destin. C'était un petit peu incontournable. En réponse, nous avons Beaune, qui est cette déesse celte qui est créative et qui crée les rivières, c'est-à-dire qui permet que la vie continue son flux sans aucun encombre. Donc ça, c'est de très bon augure pour le jugement qui va être porté, c'est-à-dire qu'à partir de là, sans doute grâce à ce bel accompagnement que nous avons, la vie va pouvoir reprendre son cours sans aucune encombre dans le flux de la rivière, hein, pas de rochers qui empêchent de couler et pas d'arbres morts qui bouchent le flux de la rivière. Au centre, nous avons Ishtar, c'est-à-dire que on voit ici qu'il y a cette puissance du féminin très souveraine, hein, avec son passage, sa descente dans les enfers. Ça peut indiquer que ce passage au tribunal, il va quand même pas être très facile, hein. Il va y avoir une descente aux enfers, une observation des profondeurs de la psyché, une remise en question sans doute, et en tout cas une modification de la perception des choses hein, et de ce qui nous a amenés dans cette situation. Et en tout cas, la Lise, c'est beau, donc c'est la rivière qui coule, hein. Sortons de notre cadre de référence et de notre système de pensée qui, somme toute, est celui qui instrumentalise Athéna. Athéna n'est ni bien ni mal, elle est, point. C'est une réalité du féminin en tant qu'arme stratégique du masculin oppresseur. Elle nous permet d'en prendre conscience et de nous en détacher, de nous délier de cette loyauté mortifère. Posons le bouclier et prenons notre arc, le féminin est multiple, tâchons de nous mouvoir avec lui.